Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question fondamentale pour toute entreprise. Comment on fait pour se démarquer de la concurrence? Bonjour, oui, c'est la grande question. Et souvent, la réponse, elle tient en un mot, la différenciation. L'idée de base, c'est de proposer quelque chose de différent pour justifier un prix différent et au final, gagner un avantage. Souvent via l'innovation d'ailleurs. C'est une excellente manière de présenter les choses. Et pour y arriver, il y a, on va dire, deux grandes approches. D'un côté, la différenciation vers le haut. On améliore l'offre, on ajoute de la valeur perçue pour pouvoir vendre plus cher. D'accord. Et de l'autre, la différenciation vers le bas. Là, on simplifie, on retire peut-être des choses jugées moins essentielles pour proposer un prix plus bas. Mais attention, c'est pas juste baisser les prix comme ça. Ah oui, important. C'est vraiment l'offre elle-même qui est différente, pas juste moins chère. Ce n'est pas une simple guerre des prix. C'est très clair. Alors justement, si on veut se différencier concrètement, on agit sur quoi? J'ai l'impression qu'il y a, disons, trois grands domaines. Le produit lui-même, les services autour et puis l'image de marque. C'est exactement ça. On peut commencer par le produit, si vous voulez. Volontiers. Alors, se différencier par le produit, ça peut être par la qualité, la durée de vie, la fiabilité, ou même le design, l'esthétique. Mais le point, vraiment le point crucial ici, c'est moins la qualité technique réelle Ah bon? que la perception qu'en a le client. En marketing, on dit souvent que la perception, c'est la réalité pour le consommateur. C'est intéressant ça, que la perception prime. Alors, pour illustrer un exemple vers le haut, Geox peut-être, avec leurs chaussures qui respirent, ils ont vraiment capitalisé sur un bénéfice perçu comme important, notamment par les parents, je crois. Tout à fait. C'est un excellent exemple de bénéfice produit mis en avant. Et à l'inverse, vers le bas, on pourrait penser aux discounters type Lidl, présentation très simple, moins de références, des arrivages qui changent tout le temps. On sait qu'on n'aura pas le choix d'un hypermarché classique, mais on accepte pour le prix. Exactement. Et cette perception, elle peut être influencée par des choses très simples comme l'emballage. Prenez les desserts Gu, par exemple. Ah oui, les pots noirs. Voilà, au milieu de tous les pots de yaourt blancs ou colorés, ce packaging noir, très sobre, très chic, il saute aux yeux. Il communique une image de qualité supérieure, un peu différente, avant même d'avoir goûté. C'est une différenciation par le design qui est très efficace en rayon. Hmm, bien vu. D'accord. Alors, après le produit, on a dit les services associés. Là, on est moins sur l'objet lui-même, mais plus sur tout ce qui l'entoure, l'expérience, c'est ça? C'est tout à fait ça. Darty, par exemple, c'est un cas d'école avec son fameux contrat de confiance, son service après-vente. La machine à laver, c'est peut-être la même que chez le concurrent. Oui, Mais la promesse d'une intervention rapide si elle tombe en panne, surtout pour un appareil essentiel comme ça a une vraie valeur pour le client. Et ça justifie parfois un prix un peu plus élevé. c'est vrai. Un autre exemple, mais vers le haut. La première classe en avion. Le trajet est le même, l'avion aussi, mais le confort, l'espace, le service à bord, le repas et les petits plus, tout ça crée une expérience différente qui justifie un tarif bien plus élevé pour ceux qui le peuvent ou le veulent. Et à l'opposé, on a les compagnies low cost. Là, c'est la stratégie inverse. On enlève tout ce qui n'est pas strictement indispensable au vol. Exactement. Plus de bagages en soute inclus, le repas devient payant, le choix du siège aussi. On simplifie au maximum pour afficher un prix d'appel imbattable. Ça vise clairement ceux pour qui le prix est le critère numéro un, quitte à sacrifier le reste. C'est ça. On répond à un besoin spécifique, voyager pas cher, point. Le troisième axe donc, c'est l'image de marque. Celui-là est peut-être plus subtil. Plus long à construire aussi. Oui, on est dans l'immatériel. Voilà. On crée une valeur ajoutée qui n'est pas tangible. Via la communication, l'histoire de la marque, ses valeurs affichées. Ça peut jouer sur l'envie, le désir d'appartenance, penser à la mode, au luxe. Mhm. Ou au contraire, ça peut jouer sur le besoin de sécurité, de confiance, pour des produits où la fiabilité est essentielle, comme une voiture ou des services financiers. On touche à des émotions assez profondes, liées à notre cerveau reptilien, l'envie, la peur. Et là, j'imagine que la cohérence est absolument essentielle. Si une marque comme Yves Rocher ou The Body Shop, qui ont bâti leur image sur le naturel, l'éthique, Oui, se mettait à faire une communication hyper agressive ou qui semble déconnectée de ses valeurs, ça détruirait la confiance accumulée, non? ah mais complètement. Vous mettez le doigt sur un point crucial. L'incohérence, ça brouille l'image, et ça peut être dévastateur. Une image forte, claire et cohérente, par contre, ça rend le marketing beaucoup plus efficace. Et souvent, ça permet de justifier des prix plus élevés. Parce que la confiance est là.
Exactement. Les clients sont moins sensibles au prix. Ils achètent aussi l'image, la promesse. Et ça se traduit en meilleure marge pour l'entreprise. Bien sûr, dans la réalité, les entreprises qui réussissent, elles ne misent pas tout sur un seul axe. Elles combinent souvent ces stratégies. Apple, c'est l'exemple type, non? Oui, c'est un très bon exemple. Produit au design très reconnaissable, perçu comme simple et performant. Des services dédiés, comme l'assistance technique dans les Apple Store. Et puis, une image de marque extrêmement forte basée sur l'innovation, la créativité, un certain statut. Tout à fait. Il joue sur les trois tableaux. Mais attention, pour qu'une différenciation, quelle qu'elle soit, fonctionne vraiment, il y a deux conditions absolument nécessaires. Lesquelles? Premièrement, il faut que la différence soit perçue par le client. Et pas seulement perçue, mais aussi valorisée. Ça ne sert à rien d'avoir une innovation géniale si le client s'en fiche ou n'y voit pas d'avantage concret pour lui. D'accord, la perception et la valeur pour le client. Et deuxièmement, il faut que ce soit rentable pour l'entreprise. Le surcoût d'une amélioration doit être plus que compensé parce que le client est prêt à payer en plus. Ou dans le cas d'une simplification vers le bas, la baisse des coûts doit être réelle et ne doit pas détruire la valeur perçue au point que plus personne n'achète. Oui, c'est logique. Pour illustrer la rentabilité, imaginons un téléphone. Si on met des supraconducteurs dedans pour qu'il soit 0,01% plus rapide, coût énorme, bénéfice totalement imperceptible pour l'utilisateur lambda, mauvaise différenciation vers le haut, clairement. Par contre, un téléphone qui ferait aussi, je dis n'importe quoi, lave-vaisselle. Ah oui, là c'est radical. C'est absurde, mais imaginez, même beaucoup plus cher, certains trouveraient ça peut-être incroyablement pratique. Ce serait une valeur perçue énorme pour eux. Donc, potentiellement une bonne différenciation vers le haut, malgré l'absurdité. C'est un bon exemple extrême pour illustrer, oui. Et à l'inverse, pour le bas, supprimer l'écran d'un smartphone pour baisser le prix, ça le rendrait invendable. Différenciation destructive. Mais limiter une fonction peu utilisée, comme envoyer des SMS groupés à plus de 100 personnes, ça pourrait réduire certains coûts serveurs ou autres, sans que 99% des utilisateurs ne s'en aperçoivent. Là, la simplification est rentable et n'impacte pas la valeur perçue. C'est exactement ça. La perception de la valeur par le client, c'est vraiment la clé de voûte. Pensez aux pizzerias qui, à une époque, garantissaient la livraison en 30 minutes. Ah oui, satisfait ou remboursé ou gratuit. Voilà. Ça ne changeait peut-être pas énormément le délai moyen de livraison, mais ça changeait complètement la perception de l'attente. Le client avait une garantie, un enjeu. Presque, il se mettait à espérer que le livreur soit en retard. C'est vrai. Et parfois, cette recherche de valeur perçue, elle peut même aller plus loin qu'une simple différenciation. Elle peut mener à une vraie rupture. Oui, la rupture, c'est quand on ne se contente plus d'améliorer l'existant ou de le simplifier, mais qu'on change carrément les règles du jeu. L'arrivée des skis paraboliques, par exemple. Ça a tout changé pour l'apprentissage. Exactement. Ou le Viagra, qui a créé un marché et répondu à un besoin qui était peu exprimé auparavant. Mais même dans ces cas de rupture, le point de départ, ça reste toujours de comprendre ce qui a de la valeur du point de vue du client. Il faut absolument éviter de raisonner uniquement depuis l'entreprise, avec une vision nombriliste. L'exemple du téléphone Basile pour les seniors est assez parlant. Il était bien pensé pour rassurer les enfants qui l'achetaient avec un bouton d'assistance, etc. Mais le service associé n'était pas forcément désiré par les utilisateurs finaux, les parents, qui voulaient juste un téléphone simple à utiliser. Il y avait un décalage entre l'acheteur et l'utilisateur. C'est intéressant ce décalage. Donc si on essaie de résumer l'idée principale, une stratégie de différenciation réussie, c'est celle qui crée une valeur unique qui est perçue comme telle par le client visé et qui est rentable pour l'entreprise, que ce soit en jouant sur le produit, le service ou l'image. C'est tout à fait ça. Bien résumé. Et ça soulève une question pour la suite, peut-être. Oui, justement. Une fois qu'une entreprise a trouvé sa voie de différenciation, comment elle fait pour s'assurer que ça reste pertinent dans le temps ? Comment anticiper ou s'adapter aux attentes des clients qui, elles, n'arrêtent pas d'évoluer? C'est un défi constant. Excellente question pour continuer à réfléchir. Et si ces stratégies de différenciation vous parlent, si vous souhaitez explorer comment les mettre en œuvre pour améliorer les compétences et la performance commerciale de vos équipes, n'hésitez pas à contacter Philippe Massot. Il sera ravi d'échanger avec vous. Vous pouvez le trouver facilement sur LinkedIn. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci à vous, c'était très intéressant.